Ce sont des agents, des particules biologiques de 20 à 300 nanomètres de diamètre. Ce sont des agents infectieux par leur capacité à pénétrer, à diffuser et à se multiplier dans l'organisme hôte. Grâce à leur particularité d'infecter les cellules, les virus constituent un important groupe d'agents pathogènes pour l'homme et pour d'autres vertèbres. On parle de virus ou virion. Il s'agit d'une particule virale mature, une unité infectieuse capable d'infecter et de se multiplier dans des cellules. Il existe 4 critères essentiels pour différencier entre un virus et les autres organismes. Donc, il existe 4 critères essentiels pour différencier un virus d'un autre organisme. Premièrement, le virus contient un seul type d'acide nucléique. Contrairement aux bactéries, on trouve l'ADN, l'ARN, mais pour les virus, on trouve un seul type d'acide nucléique. Soit l'ADN, soit l'ARN, et jamais les deux. Jamais. L'ADN ou l'ARN constituent le génome viral, qui porte l'intégralité de l'information génétique des virus. Donc, un virus contient un seul type d'acide nucléique, jamais les deux. Soit un ADN, soit un ARN. C'est le génome viral, il porte l'intégralité de l'information génétique du virus. Le deuxième caractère ou critère, c'est la reproduction qui se fait uniquement à partir du matériel génétique, c'est-à-dire que, contrairement à la bactérie, il n'y a pas de croissance pour les virus. Le virus se multiplie à partir de son seul acide nucléique. Par réplication, il ne se divise pas, contrairement aux bactéries. Donc, pas de division, pas de croissance pour les virus, contrairement aux bactéries, et la multiplication se fait seulement à partir de l'acide nucléique par réplication. Le troisième caractère, c'est le parasitisme intracellulaire obligatoire, c'est-à-dire le virus ne peut pas se multiplier en dehors de la cellule infectée. Il nécessite une cellule pour se multiplier par l'absence de système enzymatique ou énergétique. Donc, on a dit qu'il existe 4 critères essentiels pour différencier un virus d'un autre organisme. Premièrement, le virus contient un seul type d'acide nucléique, soit de l'ARN, soit de l'ADN, jamais les deux. C'est le génome viral qui porte l'intégralité de l'information génétique. Deuxièmement, la reproduction se fait uniquement à partir de matériel génétique, donc il n'y a pas de croissance, et le virus se multiplie à partir de son seul acide nucléique par réplication. Il ne se divise pas, contrairement aux bactéries. Le troisième caractère, qui est un caractère essentiel, ou critère essentiel, c'est le parasitisme intracellulaire obligatoire. Le virus ne peut pas se multiplier en dehors de la cellule qui l'infecte. Donc, la présence des cellules est obligatoire pour la multiplication des virus et due à l'absence de système enzymatique ou énergétique. Et le virus utilise la machinerie cellulaire de l'hôte pour se reproduire à l'intérieur de la cellule. Donc, il nécessite
l'utilisation de la machinerie cellulaire de l'hôte pour se multiplier. Étant donné que les virus utilisent la machinerie cellulaire de l'hôte pour se reproduire à l'intérieur de la cellule, il est difficile de les éliminer sans tuer la cellule hôte, car leur métabolisme n'est pas différent de celui de la cellule hôte. Est-ce que vous avez compris? Donc, le virus il utilise la machinerie cellulaire de l'hôte pour se reproduire à l'intérieur de la cellule. Et leur métabolisme n'est pas différent de celui de la cellule hôte. Donc, il est difficile de les éliminer sans tuer la cellule hôte. Quatrièmement, et donc, toujours concernant le troisième critère, les antibiotiques sont sans effet sur les virus. Pourquoi? On sait que les antibiotiques interfèrent avec le constitue ou le métabolisme des bactéries. Vous m'écoutez? Ça va pas. Oui. Merci. On continue. On a dit que les antibiotiques sont sans effet sur les virus. Pourquoi? On sait que les antibiotiques interfèrent avec des constituts ou le métabolisme des bactéries et permettent donc de traiter seulement les maladies d'origine bactérienne. Donc, les antibiotiques sont des molécules spécifiques des bactéries et ces antibiotiques sont sans effet sur les virus. Quatrièmement, les virus ont une structure particulière. Cette structure, elle est différente des cellules prokaryotes et eucaryotes. Quatrièmement, les virus ont une structure particulière. Elle est différente des cellules prokaryotes et eucaryotes. Elle est définie par un type de symétrie caractéristique. On va voir par la suite cette structure des virus. On passe à la structure des virus. J'attends toujours vos questions. Pour la structure des virus, toute particule virale est constituée de moins de des éléments constants. Donc, le virus contient au moins 2 éléments constants. Ce sont des éléments obligatoires. Premièrement, le génome viral. On va voir qu'il est constitué soit de l'ADN, soit de l'ARN. Et la capside. La capside qui est une coque de nature protéique qui entoure et protège le génome et assure sa protection et sa survie dans le milieu extérieur. Donc, je reprends. Toute particule virale est constituée de moins de 2 éléments. Il y a d'autres éléments, mais 2 éléments sont obligatoires et constants dans la structure des virus. Premièrement, le génome. Le génome viral, on va voir qu'il est constitué soit de l'ADN ou de l'ARN, et la capside aussi. La capside, c'est une coque qui protège, c'est la coque qui protège
elle est de nature protéique qui entoure et protège le génome. C'est ça, c'est la capside. Et assure sa protection et sa survie dans le milieu extérieur. Ce sont les deux éléments essentiels, l'acide nucléique et le génome et la capside. On commence avec le génome. Le génome viral est constitué soit d'un ADN, soit d'un ARN. On a dit jamais les deux. Dans les deux cas, l'ARN ou l'ADN peuvent être double brin ou simple brin. Lorsqu'on dit double brin, on peut aussi appeler bicaténaire et simple brin monocaténaire. Donc, l'ARN ou l'ADN peuvent être double brin ou simple brin. Généralement, le génome se forme d'ADN ou les virus ADN. Le génome se forme d'ADN et généralement double brin. On trouve l'ADN en double brin. Et le génome se forme d'ARN et généralement simple brin. Donc, pour l'ARN, le génome est généralement monocaténaire ou simple brin. Et pour le génome à ADN, généralement l'ADN est retrouvé en double brin. Bien sûr, il existe des exceptions, mais de façon générale, l'ADN, le génome ADN, c'est un génome double brin, et le génome ARN, c'est un génome monocaténaire. Aussi, le génome peut être en un seul segment ou polysegmenté. C'est-à-dire, je prends l'exemple du virus de la grippe. Le virus de la grippe, le génome, c'est un ARN. Mais la particularité pour ce virus, que le génome, c'est un ARN polysegmenté. On trouve 8 segments d'ARN à l'intérieur du virus. Un autre exemple, par exemple, le virus de l'HIV. Pour le virus de l'HIV, c'est un virus toujours à ARN. On trouve 2 molécules d'ARN à l'intérieur des virus, etc. Il existe des virus à un seul, ADN ou ARN. Donc, le virus de la grippe, on trouve 8 segments d'ARN et le virus de VIH ou de l'HIV, 2 segments d'ARN. Et quatrièmement, le génome peut être linéaire ou circulaire. Ça dépend des virus. On peut trouver le génome. Il peut être linéaire ou circulaire. On passe à la capside. Donc, premièrement, le génome. Deuxièmement, la capside. Aussi, pour le génome, avant d'entamer la capside, donc pour le génome, il est à noter que le nombre restreint de gènes au niveau du génome empêche les virus de coder la synthèse des différents enzymes et leur métabolisme. Ainsi, on trouve dans la cellule hôte qu'ils parasitent les éléments indispensables à leur biosynthèse. Donc, ils vont utiliser la machinerie cellulaire de la cellule infectée pour synthétiser les différentes protéines du virus. On passe à la capside. La capside, on a dit que la capside est une coque qui entoure et protège l'acide nucléique viral. Elle est constituée par l'assemblage de structures protéiques. Donc, il s'agit d'une coque qui entoure et protège l'acide nucléique viral. Elle est constituée par l'assemblage de structures protéiques. Elle est constituée de sous-unités protéiques appelées protomères. Donc, chaque capside est constituée de sous-unités de nature protéique appelées protomères. L'ensemble capside et nucléoïde ou le génome est nommé la nucléocapside. Donc, l'association de l'acide nucléique à la capside constitue la nucléocapside. La structure de la capside entraîne la forme des virus. Si
C'est la capside qui est responsable de la forme des virus, ce qui permet de distinguer deux groupes principaux de virus en fonction de la structure de la capside. Donc, en fonction de la structure de la capside, on a deux types de virus. On a les virus à symétrie cubique. Vous remarquez la structure des virus. Et la capside, pour les virus à symétrie cubique, entraîne une apparence sphérique des virus. Deuxièmement, on a les virus à symétrie hélicoïdale ou cylindrique. Pour les virus à symétrie hélicoïdale, la symétrie hélicoïdale se trouve seulement chez les virus à ARN. Donc, cette structure est retrouvée uniquement chez les virus à ARN et donne un aspect tubulaire au virus. Et les virus à symétrie hélicoïdale ou cylindrique sont toujours des virus enveloppés. Donc, on a deux types de capsides ou deux types de virus en fonction de la structure de la capside. On a les virus à symétrie cubique et les virus à symétrie hélicoïdale. Pour les virus à symétrie hélicoïdale, c'est une structure retrouvée uniquement chez les virus à ARN et ce sont toujours des virus enveloppés. Il existe cependant des virus à structure complexe. Elle est plus complexe. Par exemple, chez les poxvirus ou l'HIV, on trouve une structure complexe. Pour certains virus, tels que les bactériophages, et les bactériophages, ce sont des virus spécifiques des bactéries. Donc, ce sont des virus qui infectent les bactéries. On les appelle les bactériophages. Chez les bactériophages, on trouve une symétrie combinée. Vous remarquez une partie à symétrie cubique et on a une partie à symétrie hélicoïdale. Donc, on trouve les deux à la fois. Aussi, il faut savoir que la capside est relativement résistante et très stable, ayant principalement comme rôle, on a trois principaux rôles. Premièrement, la capside joue un rôle dans la protection du génome viral dans le milieu extérieur ou extracellulaire. Donc, premièrement, elle joue un rôle dans la protection du génome viral. Aussi, elle joue un rôle dans l'attachement des virus à la cellule hôte pour les virus nus. Donc, les récepteurs, on va voir que pour les virus nus, les récepteurs qui se trouvent sur la surface de la capside jouent un rôle dans la fixation et la pénétration des virus à l'intérieur des cellules hôtes. Aussi, joue un rôle antigénique. Elle porte des structures antigéniques à sa surface. Donc, elle joue un rôle dans la protection du génome, dans l'attachement et la pénétration à l'intérieur des cellules hôtes, et joue un rôle aussi antigénique car elle porte des structures antigéniques à sa surface. Ça, c'est pour les capsides. On a dit que le génome et la capside, ce sont des éléments obligatoires et constants dans la structure d'un virus. Il existe d'autres éléments non constants, tels que l'enveloppe virale. Donc, il s'agit, pour l'enveloppe virale, il s'agit d'un élément propre à certains virus seulement. Donc, on trouve uniquement l'enveloppe chez certains virus. Et ces virus sont appelés virus enveloppés par opposition aux virus nus dépourvus d'enveloppe. Donc, il existe des virus enveloppés et des virus non enveloppés. Aussi, il faut
faut savoir que l'enveloppe ne constitue pas un élément de protection virale. Au contraire, c'est un élément de fragilité. Donc, la présence d'un enveloppe, c'est un élément de fragilité pour les virus. Pourquoi? Est dû à la structure lipidique de la membrane, généralement identifiée par les détergents, etc. Donc, c'est un élément de fragilité. Et les virus enveloppés sont plus fragiles que les virus nus. C'est un élément de fragilité. La présence d'enveloppe constitue un élément de fragilité pour les virus. Les virus enveloppés aussi, on trouve chez les virus enveloppés. Donc, l'enveloppe dérive, ou la membrane dérive des membranes cellulaires. Elle est constituée en plus de glycoprotéines d'information virale. C'est-à-dire, on va voir que pendant le cycle de multiplication, lors de la libération des virus, le virus il prend une partie de la membrane de la cellule infectée. Et sur l'enveloppe virale, on trouve des glycoprotéines qui forment des spécules et jouent un rôle de récepteur qui permet au virus de se fixer sur les cellules spécifiques. Par exemple, on prend toujours le virus de la grippe. Pour le virus de la grippe, il existe deux types de glycoprotéines. On a l'hémagglutinin et la neuraminidase. Ces deux glycoprotéines jouent un rôle très important dans la multiplication et la fixation et la multiplication des virus. Si on résume pour la structure, on a dit que chaque virus contient deux éléments essentiels. On a le génome et la capside. Il existe d'autres éléments non obligatoires, c'est l'enveloppe virale ou les glycoprotéines à la surface de l'enveloppe. On passe à la classification des virus. Comment les virus sont classés? Actuellement, les virus sont classés selon 4 critères. Premièrement, en fonction de l'acide nucléique. On a des virus ADN et des virus ARN. Aussi, les virus sont classés en fonction de la structure de l'acide nucléique. Est-ce qu'il s'agit d'un simple ou double brin? Aussi, est-ce que l'acide nucléique est segmenté ou non? Et aussi en fonction de la taille du génome. Deuxièmement, les virus peuvent être classés en fonction de la capside et la présence de l'enveloppe. Est-ce qu'il s'agit d'un virus enveloppé ou nu? Troisièmement, les virus sont classés en fonction aussi, les virus sont classés en fonction de la symétrie de la capside. On a vu qu'il existe essentiellement deux types de capsides, asymétrie hélicoïdale et asymétrie icosaédrique. Et enfin, en fonction de la taille et la forme des virus. Donc, en fonction de la nature de l'acide nucléique, en fonction de la présence de l'enveloppe ou non, la symétrie de la capside hélicoïdale ou icosaédrique, et aussi en fonction de la forme des virus. Toutes les combinaisons sont possibles entre les différents groupes. Par exemple, on trouve un virus ADN enveloppé, non enveloppé, la symétrie hélicoïdale ou icosaédrique, etc. Donc, toutes les combinaisons sont possibles entre les différents groupes. On prend quelques exemples de virus. On a premièrement le virus à capside icosaédrique.
c'est le cas de l'adénovirus. Vous remarquez qu'il s'agit d'un virus nu. On trouve uniquement la capside. On a un exemple d'un virus enveloppé, c'est le cas du virus de la grippe. C'est un virus enveloppé. Par exemple, on a un virus à capside hélicoïdale, c'est le cas du virus de mosaïque du tabac. Et on a les bactériophages avec une structure complexe. On trouve une partie hélicoïdale et une partie icosahydrique. Il existe d'autres critères de classification des virus et des critères épidémiologiques. Les virus peuvent être regroupés selon des critères épidémiologiques. Par exemple, on a les virus entériques. Ce sont des virus qui se multiplient dans le tractus gastro-intestinal. On prend l'exemple, par exemple, de l'entérovirus. On a les virus respiratoires se multiplient dans le tractus respiratoire, restent localisés dans cette partie du corps. C'est le cas des orthomyxovirus, c'est le virus de la grippe, et la paramyxovirus. On a aussi les arbovirus. C'est quoi les arbovirus? Ce sont des virus qui infectent les insectes et se nourrissent du sang du vertébré. Ces virus se multiplient dans les insectes et peuvent être transmis aux vertèbres par piqûre. C'est le cas de toga, rhabdovirus, les orbivirus, etc. Donc, en fonction des structures antigéniques. On passe à la classification des virus. Comment on donne les noms aux virus? Donc, la taxonomie des virus est similaire à celle des organismes cellulaires. En 1975, un comité international de taxonomie des virus a adressé une classification des virus. Donc, pour chaque virus, on a une famille, sous-famille, genre, espèce. Bien sûr, et la famille fait partie d'un ordre. Par exemple, on prend le cas de la virus de la rougeole et fait partie de l'ordre des mononygas virales. On utilise toujours des suffixes. Par exemple, pour la famille, on utilise le suffixe viridae. C'est le cas le virus de la rébiole fait partie de la famille des paramyxoviridae. Pour la sous-famille, on utilise le suffixe viriné. Dans notre cas, c'est la sous-famille des paramyxoviridae. Le genre, on utilise le suffixe virus. Par exemple, ici, c'est la morbillivirus. Et pour les espèces, on utilise le nom du virus. Dans notre cas, dans notre exemple, c'est le virus de la rougeole, etc. On passe à la multiplication des virus. Donc, on a dit que les virus sont des parasites intracellulaires stricts. Le virus ne se multiplie pas en dehors des cellules et ne peuvent se multiplier qu'à l'intérieur des cellules hôtes en détournant la machinerie cellulaire à leur profit. La connaissance des différentes étapes des cycles de multiplication virale est nécessaire à la compréhension de la protogenèse des infections virales. Donc, pour comprendre la protogenèse des infections virales, ainsi que pour le développement de la fabrication des molécules antivirales. Si on comprend bien le cycle de multiplication d'un virus, on peut développer des molécules capables d'inhiber ou de tuer notre virus. La durée du cycle viral peut varier d'un virus à un autre en fonction de la taille du génome et de la complexité des cycles. Donc, un cycle de multiplication peut durer de 4 à 8 heures, par exemple pour les poliovirus, et plus de 40 heures pour les herpès virus. Donc, le cycle ou la durée du cycle est différente d'un virus à un autre. La réplication virale peut être divisée en 7 à 8 étapes. La première étape, c'est quoi? Si la liaison des virus avec la membrane cellulaire de la cellule infectée. Ici, on a pris l'exemple du virus de la grippe, mais de façon générale, c'est les mêmes étapes. Premièrement, c'est la liaison des virus avec la membrane
cellulaire. Et cette liaison cet attachement des virus à la surface des cellules nécessite l'interaction des virus avec un récepteur spécifique de la membrane cellulaire. Ces récepteurs sont de nature glycoprotéique et leur absence induit une résistance des cellules à l'infection. Par exemple, ici pour le virus de la grippe, les glycoprotéines ou le récepteur spécifique sur la membrane, c'est l'hémagglutinin sur la surface du virus de la grippe. Deuxièmement, l'entrée du virus de la cellule par endocytose. Les virus enveloppés peuvent aussi pénétrer par fusion entre les membranes virales et cellulaires. Donc, une fois attaché, le virus entre dans la cellule par endocytose. Une fois dans la cellule, il y a fusion entre la membrane cellulaire, la membrane virale et la membrane cellulaire et la libération de l'arrêt viral. Donc, après pénétration, il y a libération de l'acide nucléique. Et la décapsidation peut avoir lieu dans le cytoplasme ou dans le noyau. Donc, la décapsidation, libération de l'acide nucléique. Aussi, il faut savoir que, de façon générale, les virus à ARN, la multiplication se fait dans le cytoplasme. Et les virus à ADN, la multiplication se fait dans le noyau. À l'exception de deux virus, c'est le virus de la grippe, comme dans notre cas, et le virus du VIH ou l'HIV. Une fois les acides nucléiques sont libérés, commence la réplication ou la multiplication virale. Lors de cette phase, il y a réplication du génome, expression des génomes sous forme d'ARN messager et la traduction des ARN en protéines par la machinerie cellulaire. Selon les types de virus et de la nature de leur génome, le mécanisme de la multiplication virale peut être très différent. Donc, en fonction du virus, le mécanisme de la multiplication peut être différent. Une fois la synthèse des différents constituants virales les différents constituants virales sont synthétisés, il y a assemblage des nouveaux virus, ou appelé aussi la phase d'assemblage ou de maturation. Il y a assemblage et maturation des virus dans les cellules infectées. Il y a encapsidation